Alors, continuons dans la physique nucléaire. Nous allons parler de la relation masse-énergie, la fameuse équation d'Einstein que vous connaissez tous. Alors, ce fameux E égale mc2, on peut l'utiliser dans plusieurs cas. Déjà, on va pouvoir l'utiliser pour faire ce qu'on appelle un bilan d'énergie d'une réaction nucléaire. Lors d'une réaction nucléaire, vous avez la masse des réactifs qui est toujours supérieure à la masse des produits. C'est bizarre, mais c'est comme ça, et vous allez essayer de comprendre pourquoi. Cet écart de masse il va correspondre à l'énergie libérée par cette réaction. Donc elle est donnée par le fameux E égale mc2 qu'on va changer un tout petit peu. On va mettre l'énergie donc libérée par la réaction est égale à ce fameux écart de masse multiplié par la vitesse de la lumière au carré. Donc nous avons l'énergie libérée en joules, la perte de masse en kilogrammes et la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Donc tout ça, c'est du très classique. Voyons à quoi correspond réellement ce delta M. Ce delta M, c'est donc la masse des produits moins la masse des réactifs. On a déjà vu que la variation delta, c'était l'état final moins l'état initial. L'état final, c'est donc les produits, moins l'état initial, c'est les réactifs. On a dit que la masse des réactifs ici était supérieure à la masse des produits. Ce delta M est donc toujours négatif. C'est pour ça que pour calculer l'énergie libérée, on doit avoir une énergie positive ici. C'est pour ça qu'on prend ici la valeur absolue de cette perte de masse. Alors, petite remarque, cette énergie, elle se manifeste comment? En fait, elle est transmise aux particules sous forme d'énergie cinétique, puisqu'en fait, l'énergie cinétique, maintenant vous savez que c'est la vitesse, c'est l'énergie qui dépend de la vitesse. Donc les particules vont avoir une certaine vitesse. Et également sous forme de rayonnement gamma. Vous savez évidemment que le rayonnement gamma est une onde électromagnétique. C'est donc des photons, c'est donc de l'énergie. Et on utilise aussi très souvent une nouvelle unité qu'on appelle l'unité de masse atomique. Donc la valeur n'est pas à connaître par cœur. 1 U est égal à 1,66054 x 10 puissance moins 27 kg. Alors, d'où ce chiffre vient, je vous l'ai mis dans le cours pour votre information, mais ça ne vous sera jamais demandé. C'est en fait la masse moyenne des nucléons dans le carbone 12. L'équation d'Einstein, on peut l'utiliser aussi pour calculer ce qu'on appelle une énergie de liaison. Alors, déjà on appelle le défaut de masse d'un noyau, cette fois-ci. Donc ça ne va pas être la même perte de masse que tout à l'heure. Le défaut de masse d'un noyau, c'est la différence entre la masse des nucléons isolés et au repos et la masse du noyau au repos. Donc on l'exprime sous cette forme-là. La valeur absolue de cette perte de masse, c'est donc la variation, donc ce qui est à l'arrivée. Donc c'est la masse des nucléons isolés. Donc c'est quoi les nucléons? Donc c'est le nombre de protons multiplié par la masse d'un proton, plus ici le nombre de neutrons. Vous savez que le nombre de neutrons c'est A moins Z, multiplié par la masse d'un neutron, moins la masse du noyau. Alors ici je m'aperçois que la barre de la valeur absolue n'est pas au bon endroit. Bien sûr elle est là, c'est la valeur absolue de la totalité. D'accord? Et sans la valeur absolue, cette perte de masse serait positive. Pourquoi? Puisque on a dit que la masse des nucléons, ici, au repos, vous voyez, est plus lourde que la masse du noyau. Donc, ce défaut de masse sera positif. Donc attention, la barre de la valeur absolue est ici. Petite remarque, donc ce défaut de masse correspond à l'énergie de liaison du noyau. Donc c'est l'énergie qu'il faudrait fournir pour permettre de dissocier entièrement le noyau et isoler les nucléons au repos. Ensuite, cette énergie peut aussi se calculer par nucléon en divisant cette énergie par le nombre de nucléons que vous avez dans le noyau. On a ici l'énergie de liaison, donc divisée par le nombre de nucléons. Vous voyez que ça fait cette petite courbe. Donc, on vous dit, plus l'énergie de liaison par nucléon est élevée, plus cela va demander d'énergie
pour les dissocier, ces nucléons, et donc le noyau est stable, et de plus en plus stable. Vous voyez ici, par exemple, que le carbone 12 est plus stable que l'hélium 4. Le fer, c'est l'élément, par exemple, le fer 56, qui est le plus stable. Voilà. Donc, à chaque fois, si vous avez une énergie, plus l'énergie de liaison par nucléon est élevée, plus ça va demander d'énergie pour être rompu, donc plus le noyau est stable.